Bonjour monsieur. Bonjour. Comment êtes-vous devenu pilote? Je suis devenu pilote parce que j'ai toujours eu plus ou moins envie de piloter un avion. Je n'avais pas les moyens financiers pendant un bon moment et quand j'ai acquis les moyens financiers, je me suis inscrit dans un aéroclub, notamment c'était celui de Charleville, les ailes ardennaises. Je me suis trouvé confronté à un instructeur qui m'a formé et qui m'a fait passer mon brevet de pilote PPL. D'accord. Donc la passion, c'est depuis tout petit. Ouais, ouais. D'accord. Depuis tout petit, quand je regardais les avions, évidemment, comme tous les gosses. Bien, un rêve de gosse, quoi. Ah oui, oui. Et le cursus pour devenir pilote, ça. Pardon? Le cursus pour devenir pilote, il y a Le des cu- il y en a diplômes pas. ou... D'accord. Il n'y a pas de cursus. Prendre des leçons et au. Voilà, prendre des leçons, il faut avoir quelques connaissances en aérologie, et puis tout le reste s'apprend, quoi. On apprend tout, hein. Il y a un bouquin qui est épais et dans lequel on travaille toutes les disciplines pour être pilote. D'accord. Un peu D'accord. comme le permis, il y a des leçons Pareil. et au final on a un diplôme. Voilà, D'accord. tout à fait, comme le permis de conduire, grosso modo. D'accord. Au niveau des exigences physiques, est-ce que c'est vraiment très, très important? Oui, Oui. oui, on doit passer une visite médicale. Jusque 40 ans, ça doit être tous les 2 ans. Et à partir de, je crois, jusque 40 ou 50, je ne me souviens plus, mais enfin. Et après, c'est une visite médicale annuelle. D'accord. Donc, si on ne dispose pas, chez un médecin agréé, si on ne dispose pas de cette visite, on ne peut pas voler. Et au niveau des yeux, est-ce qu'il faut avoir une vue parfaite? Non, pas forcément parfaite. On peut porter des lunettes. La seule exigence, c'est d'avoir 2 paires de lunettes au cas où dans l'avion on en casse une, Ah oui. D'accord. évidemment. Et en cas de daltonisme, parce que je sais qu'Alexis est Daltonisme, il y a un problème quand même en cas de daltonisme. D'accord. Ah oui, ça. Il est contrôlé le daltonisme. Ah oui. Et au niveau du cœur, C'est pareil, voilà, visite médicale. Le médecin teste toutes les fonctions vitales. Enfin bref. d'accord, donc on peut pas être pilote si on est cardiaque. Non, D'accord. non. Donc on va un peu changer le sujet. Comment fonctionnent les avions que vous pilotez? Niveau moteur, Ce sont des avions relativement basiques, sauf les derniers qu'on a rentrés. Au niveau moteur, c'est des moteurs atmosphériques. Et puis, il y a un manche pour le diriger en l'air, les palonniers, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et ils sont plus ou moins équipés selon ce que l'on veut faire ou selon l'argent qu'on a à mettre dans l'avion. On D'accord. verra ça tout à l'heure d'ailleurs, je vous emmènerai au hangar pour en voir des différents modèles. D'accord. Et le moteur atmosphérique, vous pouvez nous dire quelque chose dessus ou Un moteur de voiture, moteur de voiture voilà. qui fonctionne Il fonctionne à l'essence, À l'essence. avec les 4 temps habituels, etc. Il y a maintenant des nouveaux avions, on en a un là, qui fonctionne au diesel. Ah oui. D'accord. Et quand vous pilotez, qu'est-ce que vous ressentez en vol Déjà, même si la réglementation est quelquefois contraignante, on a quand même une grande part de liberté. Ah On oui. ressent une grande part de liberté, et puis on sent qu'on est maître de son avion. Et moi, ce qui me plaît aussi dans ce genre de choses, c'est que on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Ah oui. Et on n'a pas le droit de faire l'andouille, on n'a pas le droit de... En voiture, on est par terre, bon, hein. Mais en avion, on redescendra, d'une façon ou de l'autre, on redescendra. Donc, vaut mieux que ça se passe bien, quoi. Il y a toujours une pression constante, c'est sûr. Non, Non? non. Après, il y a toujours, oui, Oui, c'est sûr, il y a toujours un risque. il faut quand même, Oui. voilà, faire attention, il faut être attentif, il faut, voilà. Mais à partir d'un certain nombre d'heures, ça commence à libérer, quoi. Oui. Et au niveau du progrès de l'aviation, je ne sais pas depuis combien de temps vous pilotez, mais est-ce que vous avez vu des Ah oui, améliorations oui, oui, des... oui, 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 oui. Amélioration surtout au niveau équipement des avions, parce que les avions volent toujours de la même façon, hein. Oui. Que ce soit un A380 ou un petit, ou même un ULM en 3 axes, c'est toujours les mêmes principes de base, les mêmes règles de base, hein. Oui. On a Voilà. vu ça, ouais, la portance. Portance, poids, Ouais, poids, ouais. le poids équilibre la portance. Ouais. Voilà, il faut appliquer ces règles. Bon, voilà. Ouais. Le manche fait marcher les ailerons, il y en a un qui se lève, l'autre qui se baisse. Ouais, ouais.
Les volets, ben, c'est un élément sustentateur, c'est pour arriver, pour pouvoir voler à plus basse vitesse dans les conditions d'atterrissage et de décollage aussi, les volets. D'accord. Et au niveau des instruments, c'est complexe ou alors Au niveau des... Non, non? non, on ne peut pas dire que ce soit complexe. Il faut maîtriser quand même les instruments, mais l'instrument de base, ben, vous avez l'horizon artificiel, vous avez le badin, donc ça correspond au nombre de kilomètres/heure, c'est le compteur d'une voiture. Qu'est-ce que vous avez encore? La bille aiguille, ce qui sert à voir si vous ne volez pas en dissymétrie, si l'avion ne vole pas en dissymétrie, c'est-à-dire que votre avion doit rester toujours, les ailes doivent rester toujours perpendiculaires à l'axe de vol. Oui. Donc c'est contrôlé par la bille aiguille, le D'accord. variomètre, qui contrôle l'ascension ou la descente et qui affiche lui un taux de montée ou un taux de descente. Ah oui. Et puis vous avez évidemment l'altimètre, qui lui est relativement important. D'accord. Hein? C'est sûr. Donc voilà. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un ou plusieurs vols qui vous ont marqué? Oh, qui m'ont marqué, oui. Oui, il y en a un, il y en a un, il y a déjà un bon moment. J'étais encore un jeune pilote où j'ai fait une bêtise et où j'ai été, disons, rappelé à l'ordre par l'armée. Ah bon? Donc, ils m'avaient envoyé 2 chasseurs qui se sont amusés avec moi, peut-être un peu. Mais bon, ils ne m'ont pas fait atterrir chez eux, hein. J'ai atterri sur un terrain, j'allais à Mulhouse-Apsheim. Et parce qu'ils se renseignent, on doit déposer, on doit dire où on va, grosso modo, avant de partir. On a notre aéroclub, hein. Et puis, ben, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu le militaire qui contrôlait les avions qui m'a sermonné. D'accord. D'accord, voilà. Donc ça s'est quand même bien passé parce qu'en règle générale, les militaires sont là pour nous aider et pas pour nous embêter de trop, quoi. Mais enfin, il ne faut pas non plus les embêter eux. Oui, c'est sûr. Hein, il y a des règles à respecter, il faut essayer de les respecter. Ok. Et vous n'avez jamais eu de frayeur, conditions Météo? climatiques, oui, de choses comme ça? Pas vraiment de frayeur, non. Des doutes, oui, mais pas vraiment de frayeur. J'ai eu un doute notamment une fois où j'allais au Touquet et où il y a la barrière qui s'élevait, à quel niveau? Amiens, dans ces coins-là. Une barrière qui s'est de mauvais temps, là qu'un mur. Donc je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Je suis rentré dedans et j'ai appliqué ce qu'on m'avait appris, c'est-à-dire regarder l'horizon artificiel. Ah oui, oui. D'accord? L'horizon artificiel, donc il faut bien rester fixé dessus et puis faire un virage à 180 degrés pour pouvoir sortir de la couche. Donc comme on sait que quand on est rentré, on était sur, je ne sais pas si j'étais au cap 90, je sais que je dois revenir au cap 270 pour sortir de la couche. Ah oui. Voilà, donc ça s'apprend, hein. D'accord. Et pareil, un endroit que vous avez survolé qui vous a vraiment marqué, un bel endroit ou Oh ben quelque j'en chose survole des quelque beaux chose endroits. d'extraordinaire que vous avez vu du ciel? Ben, le survol des Vosges, qui est quand même un bel endroit, et un vol que l'on a fait en Suisse, avec de très beaux endroits en Suisse, notamment le petit terrain de Gruyère, qui lui est vraiment superbe, encastré dans les montagnes, vraiment bien. Vraiment bien. On était à 3 pilotes et on a fait le déplacement là-bas un jour avec un pilote qui était beaucoup plus confirmé que moi, qui parlait anglais, parce qu'il faut parler anglais pour aller en Suisse. Moi, je ne parle pas anglais. Et donc, il était là pour faire la radio et contacter les autorités au sol. Et vous avez volé dans toute la France, je peux vous parler de Saint-Tropez, de... Oh, pratiquement, oui. Oui. Oui, j'ai pas été trop volé dans le sud. Moi, j'ai des collègues qui ont été volés beaucoup dans le sud. Non, j'ai été volé du côté de l'île d'Oléron, du côté dans ces coins-là. Ah oui, oui. Et puis le nord, hein, le nord, le Touquet, en redescendant sur la côte d'Opale maintenant. Voilà. Et est-ce que... enfin, qu'est-ce qui vous plaît quand vous volez Ah ben, cette sensation de liberté. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous déplaît, au contraire? Qu'est-ce qui vous fait... Cette réglementation relativement tatillonne et difficile, où Ah oui. il faut, dans certains cas, quand on traverse les zones, prendre contact avec les autorités, Oui, c'est toujours... appliquer les règles qu'ils nous font suivre. Certaines fois, ils peuvent très bien nous dérouter, ils peuvent très bien nous faire passer là où on ne voulait pas, etc. etc. Bon, c'est le côté un peu restreint, mais quand on a l'habitude, ça se passe très bien. D'accord.
Et pour conclure, est-ce qu'il y a des règles de sécurité? Enfin oui, forcément, il y a des règles de sécurité quand on vole, et quelles sont-elles? Ah, qu'il faut alors, respecter vous en avez derrière vous un exemple. Quand vous volez, vous devez déjà faire ce qu'on appelle une navigation. Si vous pouvez la faire, une navigation sans contacter aucune autorité au sol. Et vous pouvez très bien faire une navigation en contactant les autorités au sol. Vous avez des radios qui vous guident, qui vous prennent en charge, qui vous suivent et qui vous informent si certains autres avions volent dans le même sens que vous, etc. Et qui vous disent quoi faire, avec qui prendre contact par la suite, etc. Hein, autrement, vous devez contacter tous les sites suivant l'altitude à laquelle vous volez, suivant un tas de critères qu'on vous enseigne quand vous passez votre brevet. D'accord, oui. Hein. Alors il y a des zones à respecter, il y a des zones à ne pas survoler, évidemment. Donc les zones à ne pas survoler, là c'est la licence. Hein. Oui. C'est la licence. Les zones prohibées, donc interdites, là il ne faut pas y aller. Un exemple, la centrale de Chaux. Vous devez rester éloigné de 3 ou 4 nautiques de la centrale de Chaux. Un nautique, c'est 1 km 800, hein, donc vous voyez, vous devez rester, ou alors vous devez être à une certaine altitude, vraiment haut. Oui, Vraiment haut. C'est sûr. Il y a une autre... oui, du côté de Reims, il y a aussi une zone où là, ils ne font pas de calot. Hein, là, ils ne font pas de calot. Vous survolez la zone, vous mettez une aile dans la zone, ils vous attendent à l'arrivée. Et là, ils vous envoient la gendarmerie, ils vous envoient, enfin, etc., etc. La zone de Moronvillers, elle s'appelle, celle-là. D'accord. Et pourquoi elle est interdite? Elle était active sur un plan, je crois, stratégique et nucléaire, plus ou moins, je crois. Maintenant, elle ne l'est plus, mais ils ont gardé leurs bonnes habitudes. Oui. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bah écoutez, je vous en prie, j'espère vous avoir satisfait. Bah oui, c'est... On va aller voir les avions là-bas. Voilà. Vous avez les volets, ça marche comme un frein à main. Vous ne tirez pas dessus, vous appuyez sur le bouton, sans tirer, rien, appuyez. Et puis lâchez vers le bas. Vous voyez les volets qui vont. Allez-y vers le bas à fond. Voilà, vous voyez les volets qui remontent là. Les éléments sustentateurs. D'accord? Qu'on se sert pour atterrir, approcher ou vol à basse vitesse. Ok? La richesse, donc pour couper un avion, on ne coupe pas la clé comme une voiture, on l'appauvrit, on coupe l'arrivée d'essence. D'accord? Donc la clé, on n'y touche pas une La clé, on n'y touche pas, non. On coupe l'arrivée d'essence ici et ensuite, tac, on tourne la clé et on coupe. D'accord. Ok? Oui. Ici, vous avez le frein à main. Alors, il faut mettre son pied sur les pédales en bout. Il y a des pédales en bout qui font fonctionner l'aileron à l'arrière, le plan vertical à l'arrière, les pédales. D'accord? Oui. D'accord. Pour maintenir l'avion en ligne de vol et le diriger au sol. Ça, ces deux fonctions-là. Bon, ensuite, là, vous avez des témoins de contrôle. Hein. Ici, ben, je ne sais pas si c'est marqué, là. Éclairage, voilà. Et puis ici, vous avez la mise en route de certains éléments électriques de l'avion. D'accord. OK? Là, on a l'élément qui contrôle la succion. C'est-à-dire que cet élément-là, il faut que l'aiguille soit toujours en succion pour faire marcher certains instruments qui sont là. Parce qu'ils marchent avec la dépression. Pression, dépression. Hein? Okay. Ici, vous avez le badin. D'accord? C'est ce qui correspond au compteur de la voiture. D'accord? Ici, vous avez la bille aiguille. C'est-à-dire que si vous êtes en vol dissymétrique, la bille, elle va se balader d'un côté ou de l'autre. Et ça va vous donner le virage sur lequel vous êtes incliné. Là, vous avez pourquoi il m'échappe comme ça? L'horizon artificiel, qui marche avec la dépression. Vous démarrez, vous le réglez. Vous mettez ça sur l'horizon artificiel. Ça vous permet, quand vous êtes dans un nuage ou dans la merde, de savoir si vous descendez ou si vous montez. Si vous tournez à droite ou si vous tournez à gauche. Vous voyez? L'aile là est dans le ciel, l'aile là va vers la terre. Donc là, on tourne à gauche. D'accord? C'est un peu le sauveur. C'est le sauveur. Problème. Ah oui, c'est le sauveur. Ça, c'est le conservateur de cap.
Parce qu'on a une boussole ici, mais il faut savoir que dans les conditions de montée, de virage, certaines conditions de vol, la boussole ne donne plus les bonnes indications. Donc on a un conservateur de cap qui, pareil, hein, navigue en dépression, qu'on met au cap quand on est sur la piste. Hein, on sait que la piste est tellement orientée. Hein, ici c'est une 08-26, donc on la met au 08 ou en 26 selon le sens de pilotage. Et ensuite on n'y touche plus. Ok. Ici, on a ce qu'ils appellent le vertical speed, quand vous montez ou quand vous descendez. L'aiguille la monte, hop, elle descend si vous descendez. Et là, c'est en pieds minutes. Nombre de pieds par minute. Et quand elle est au 0 comme ça, vous êtes en vol régulier, horizontal. Et c'est quoi le maximum conseillé Là-dessus Oui. Oh de toute façon, vous ne pouvez pas aller fort, parce qu'après, l'avion décroche hein, quand vous montez. Oui. D'accord. Le décrochage, c'est le moment où l'avion n'a plus assez de vitesse pour assurer sa sustentation. Oui, donc, il y a des filets qui se dégradent ici. Ils s'enroulent autour. Ils s'enroulent au lieu de s'écouler de long de l'aile et de sustenter l'avion. Et là, vous avez ce qu'on appelle le décrochage. Après, ça fait un abatté et puis vous reprenez votre vol. À condition de ne pas être trop loin du sol. Trop près du sol. OK. Et puis ça, c'est un instrument de radionavigation qu'on appelle le VOR. Et ça sert à quoi? Donc, ça sert à certains... Tous les avions n'en sont pas équipés. Celui-là en est équipé. À certains points du territoire, vous verrez sur les cartes, il y a ce qu'on appelle une borne. Petite borne radio. Elle est assez haute, elle est assez grande. Hein. Elle émet un signal sur une certaine fréquence. Donc, on règle la radio sur la fréquence d'émission. Cette radio-là, on la règle sur la fréquence d'émission de la balise. Et en tournant, on va trouver sur quelle radiale on est par rapport au VOR. C'est-à-dire que si vous avez un VOR qui est là, vous êtes sur le radial 90. D'accord. Voilà. Donc, avec ça, et une balise au sol, on va directement vers la balise, on se dirige où on veut, pratiquement. Il n'y a qu'une chose qu'elle ne donne pas. Il y en a qui sont équipés, c'est ce qu'on appelle les VOR DME, la distance de laquelle on se trouve de la balise radio. Voilà. Alors, il y a les types, hein, quand on est en tout, c'est qu'on va vers la balise. En réalité, c'est pas ça. Et quand on est en from, on s'éloigne de la balise. Tout en anglais, ça veut dire aller vers, et from, ça veut dire s'éloigner, si je me souviens bien. Ouais, c'est le seul truc que je connaisse. Mais c'est pas réellement ça. En réalité, on est en tout. Quand c'est l'avion, quand c'est la radio de l'avion qui relève la position de la balise, donc là, on est en tout. Obligatoirement, c'est l'avion qui relève la position de la balise, donc vous allez suivre votre route ici, sans que l'aiguille ne bouge d'un côté ou de l'autre. Et quand on est en from, c'est la balise qui relève la position de l'avion. C'est l'inverse. C'est la différence essentielle. Quand on a compris ça, on a tout compris comment ça se marchait, comment ça fonctionnait. Ici, on a la radio, pour être en contact avec tous les organismes aériens et divers terrains. En dessous, c'est pour être pris en charge par les radars. C'est-à-dire que, voilà, un transpondeur. Un transpondeur, quand on contacte des gens qui nous aident à la navigation au sol, ils nous disent d'afficher un code transpondeur. Donc on affiche le code transpondeur à 4 chiffres qu'ils nous donnent, et eux, ils peuvent nous identifier sur le radar pour mieux nous suivre. D'accord. Ok. Là-bas, c'est les réglages de radio, hein, les deux boutons là. Radio casque. Bon, le petit cadran là-bas, ça s'appelle le rammètre, c'est pour relever les nombres d'heures et pour contrôler. Et puis ici, c'est la boussole. Hein. Ah oui. Ok. Oui. Ici, c'est... Oui, là, c'est la charge de la batterie, la mise en haut de l'alternateur et de la batterie. Ici, c'est la clé de démarrage. Hein. Là, c'est les réservoirs. Là, on voit, réservoir supplémentaire, le réservoir principal, qui sont à l'arrière sur celui-là. Il y a le bouchon qui est là. Ok, le bouchon est là du réservoir. Ils sont à l'arrière sur celui-là. Pour le reste, vous en savez à peu près autant que moi. Hein. C'est peut-être un peu cliché ce que je vais demander, mais est-ce qu'avant de décoller, on vérifie comme on voit dans les films, oui. Chaque chose? La checklist. Oui, voilà, c'est ce que j'avais. On fait une checklist, oui. Ah oui, il y a vraiment tous les... On a la checklist avant de décoller, on fait le tour de l'avion, on a la checklist au sol, on a la checklist à l'intérieur, on fait le tour de l'avion, on contrôle si tout va bien, les pneus, les trucs, les machins,
Quand on est dedans, on le met en route et on contrôle, on le met en route avec une checklist qui est là. Oui. Voilà. Ah oui. Pardon. Voilà. Et tout est détaillé dedans. Oui. Tout est détaillé dedans. Voilà. Voilà. Ça commence là. Voilà. Avant mise en route, moteur. D'accord. Mise en route moteur, ça c'est les points. Voilà. Et après mise en route moteur. Et après, les points sont détaillés. Ouais. Voilà. Roulage, point d'attente, décollage, voilà, ici montée avec les conditions, Ah oui, oui. l'approche avec les conditions, pareil, la finale avec les conditions, entre 67 et 75, voilà, 75, courte finale 67, nœud. Hein. Oui. Et ici, après l'atterrissage, ce qu'on doit faire. D'accord. Couper les volets, les gaz, les strobes, enfin bref, tout Ouais, est c'est sûr. absolument détaillé. Vous voyez ? D'accord. Il y a aussi les éléments où il y a une panne moteur qui surgit. Donc on a Avec tous les on a casques. ce qu'il faut faire en fonction des pannes moteurs qui D'accord. surgissent. Voilà. Hein, c'est mis là, voilà. Ici, vibration moteur, avertissement, ils nous disent ce que ça peut faire. Ah oui. Redémarrage moteur hélice en moulinet, c'est-à-dire que si on veut le redémarrer en piqué, Ah pour oui. faire tourner l'hélice, et ils donnent ce qu'il faut faire. Perte de puissance, redémarrage hélice, voilà, tout est détaillé. Ah oui. Ça fait partie de l'avion. Hein, donc voilà. Donc avant de voler sur un avion, on doit s'informer de tout ça. D'accord.